Eh bien bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles causeries avec Pascal Cazotte. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Alors Pascal, cette émission est importante, tu vas nous parler d'un personnage qui a quand même sa célébrité, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, mais qui a marqué son temps, il s'agit de Papus. Oui, absolument. Et par contre, il faut dire qu'on ne connaît pas grand-chose en vérité sur Papus, puisque Papus, il a beaucoup écrit, hein. Il a écrit une centaine d'ouvrages en moins de 30 ans, ce qui est colossal, hein. On l'a appelé d'ailleurs le Balzac de l'ésotérisme. Il a écrit peut-être plus de 1000 articles dans des revues comme le Waldisis, par exemple. Euh, mais des biographies de Papus, il n'en existe pas réellement. Il y a un ouvrage que j'avais lu il y a longtemps sur Papus, mais qui nous donnait quelques bribes sur sa vie, donc pas grand-chose. Donc en fait, il a fallu que j'aille puiser à plusieurs sources pour retrouver un peu le parcours de Papus, qui de son vrai nom s'appelle Gérard Ancos. Ah. Alors, par contre Pascal, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Papus, qui est-il? Alors Papus, pour parler de Papus en deux mots, c'est pas évident. Bon, on va dire que c'était un grand spécialiste de l'ésotérisme, bien sûr. Il a fait aussi partie de tous ces personnages qui sont devenus célèbres, donc fin 19e siècle. Il a fait partie de ces gens euh, comme Maître Philippe de Lyon, bien sûr, mais enfin, Maître Philippe de Lyon, lui, c'est encore autre chose. Mais on va dire plutôt, c'est quelqu'un qui a côtoyé des gens comme Stanislas de Guetta, Joseph Péladan, dans les grands ésotéristes de cette époque-là, hein. C'est quelqu'un qui était aussi le fondateur du martinisme, hein, dont on parlera un peu plus loin. Donc un personnage, une figure du monde ésotérique de l'époque. Voilà. D'accord. Alors on se situe à peu près à quelle époque? Ah, mais de toute façon, Papus, il est né en 1865 et il est mort en 1916. Donc on connaît exactement sa date de naissance, sa date de décès. Donc on va dire qu'il a vécu une bonne partie quand même de la seconde moitié du 19e siècle, hein, et le début du 20e siècle, hein, puisqu'il a même connu le début de la guerre de 14-18. C'est ça, il est né avant la première guerre contre les Prusses. Hmm. Il est né en Espagne d'ailleurs, à La Corogne. Son père était français, sa mère espagnole, et à l'âge de 4 ans, ses parents sont venus s'installer à Paris. Mais oui, il est donc franco-espagnol, on peut dire, au départ. Alors, Papus, donc au départ, c'est Gérard Ancos. On expliquera d'ailleurs pourquoi il a pris ce pseudonyme de Papus. Euh, donc, Gérard Ancos, au départ, est un enfant brillant, hein, on peut dire même surdoué. Euh, c'est un excellent élève, il fait des études brillantes, il est admiré par ses professeurs, et il décide de faire des études de médecine. Et là, c'est pareil, ses professeurs ne cessent d'étarir d'éloges sur sa personne, parce que c'est leur plus brillant élément qu'ils puissent avoir. Par contre, Papus, qui est dans une intelligence hors norme, il va s'apercevoir que dans l'enseignement qu'on lui donne, il y a des incohérences, il y a des illogismes qui viennent heurter la raison même. Et ça, ce sont des incohérences qui viennent déjà du matérialisme de l'époque, du scientisme, qu'il trouve complètement absurde. Alors, j'ai retrouvé un texte de Papus qui explique justement comment il est passé du stade de rationaliste à celui de spiritualiste. Voilà. Donc on a un personnage là qui est extraordinaire, qui se rend compte de l'absurdité de certains raisonnements scientifiques, alors que lui-même était quelqu'un de très rationnel au départ, mais justement parce qu'il est rationnel, parce qu'il est pétri de logique, il ne peut plus accepter de telles absurdités.
D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose, dont tu dois le savoir, Antoine, je m'étais penché sur ces pluies insolites, tu sais, on a des fois des pluies de poissons, de crapauds, de tout ce que tu veux, qui jalonnent l'histoire. Et il y en a une qui s'est produite en 1876 au Kentucky, sur un champ d'à peu près 5000 mètres carrés. Sont tombés, mais alors des centaines et des centaines de morceaux de viande qui faisaient entre 5 et 10 centimètres de côté, hein. C'était des morceaux assez carrés qui tombaient un peu comme des flocons de neige, donc tout en douceur. Et l'explication des scientifiques de l'époque, mais c'est à tomber, quoi. Il faut être bien assis pour entendre ça. D'après les scientifiques de l'époque, c'est un groupe considérable de buses qui a dégorgé en même temps des restes de leurs proies qui sont tombés comme ça sur le sol. Alors, il faut imaginer une escadrille de peut-être plusieurs milliers de buses, donc qui vont survoler ce champ, qui au même moment vont dégorger la viande qu'elles ont avalée, peut-être sous l'ordre de leur chef d'escadrille, voilà, je ne sais pas. Et donc, ils expliquent comme ça cette pluie de viande. Donc, une absurdité, mais incommensurable. On voit bien d'ailleurs que, même aujourd'hui d'ailleurs, on a des scientifiques qui sont prêts à exposer la théorie la plus imbécile qui soit, la plus absurde, la plus illogique, hein, et irrationnelle pour ne pas reconnaître un fait paranormal. Mais tu sais, même sans aller dans le paranormal, pour une fois, je dirais, même aujourd'hui, sur des faits tout à fait normaux, on va aussi te sortir des énormités à avaler. Euh, alors, soit parce qu'effectivement ils n'ont pas d'explication, soit parce qu'ils ne veulent pas donner la véritable explication. Alors, il y a une phrase par contre que j'ai retenue de Charles Fort. Alors, Charles Fort, c'était vraiment un précurseur, hein, pour noter tous les phénomènes paranormaux de son époque. On lui doit beaucoup à Charles Fort, hein. Il a fait 12 ouvrages remarquables. Et il y a une phrase très amusante qu'il a écrite à ce propos. Il nous disait: nous savions au départ que la science et l'imbécilité étaient contiguës, mais d'aussi nombreuses expressions de leur point de jonction finissent par stupéfier. Voilà ce que disait Charles Fort. Donc, bon, ben voilà, il a tout dit, il a tout résumé. Hein, c'est vrai que aussi pour faire en sorte de surtout pas toucher à tel ou tel dogme scientifique, eh bien, on va cacher des vérités, on va escamoter des faits, et puis on va aller chercher des explications, mais d'une absurdité confondante. Voilà. Voilà. Alors du coup, pour revenir à Papus, donc il a été dégoûté, on va dire, par les faux raisonnements scientifiques de son époque, et par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben donc, il se lance comme un fou dans l'étude de tout ce qui touche à l'ésotérisme de l'époque. Il va étudier la Kabbale. Il va aussi rentrer au départ dans la société théosophique de Blavatsky. Mais là, il sent, et moi je suis tout à fait de son avis, il sent que ça sonne fou, la société théosophique de Blavatsky. Pourquoi? D'abord parce que ce sont des gens qui pratiquent un prosélytisme. Déjà, c'est un petit peu embêtant, hein, c'est un peu sectaire, hein, comme attitude. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils disent dans cette société théosophique? Ils disent que seuls quelques magmas cachés au fin fond du Tibet détiennent la vérité, détiennent tout le savoir du monde, etc. Or, il ne faut pas oublier que Papus, il a déjà derrière lui plusieurs années de recherche sur la connaissance, hein, la connaissance avec un grand C. Il a étudié notamment les mystères de la Grèce antique. Il s'est penché sur des personnages extraordinaires tels que Pythagore, tels que Platon, qui avaient un véritable savoir, qui étaient détenteurs de cette connaissance avec un grand C. Donc il sait très bien que ce que raconte la société théosophique, c'est faux, quoi. Donc c'est ce qui fait que Papus, il rentre en 1887 à la société théosophique et il claque la porte en 1890. Il y reste 3 ans et puis il s'en va. Alors il faut également savoir que à cette époque-là, où
il se lance à fond aussi bien dans les traités d'alchimie, enfin tout ce qui concerne les sciences ésotériques, hein. Il va s'intéresser vraiment à beaucoup de choses. C'est là qu'il va prendre son pseudonyme de Papus. Alors, d'où vient le mot de Papus? Papus était le nom du génie de la médecine dans un ouvrage qui s'appelle le Nuctéméron. Alors, qu'est-ce que c'est que le Nuctéméron? C'est un ouvrage qu'on doit, enfin, qu'on pense avoir été écrit par Apollonius de Tyane. Alors, Apollonius de Tyane, je ne peux pas en parler en 2 minutes, c'est pas possible. C'est un personnage aussi extraordinaire, c'est un thaumaturge. Il était contemporain du Christ, d'ailleurs on l'appelait le Christ grec, hein, Apollonius de Tyane. C'est un personnage extraordinaire. Mais là, il faudra peut-être d'ailleurs y consacrer une émission, je te le dis, hein, peut-être ça ferait l'objet effectivement d'une émission entière. On fera Apollonius de ça. Tyane. Voilà. Et donc Apollonius de Tyane, qui est censé avoir écrit le Nuctéméron, et le Nuctéméron, en grec ancien, ça veut dire le jour de la nuit. Donc là, c'est pareil, c'est tout un programme, hein, et donc, dans ce Nuctéméron, on parle des 7 génies, de 7 génies, dont l'un s'appelait Papus, et qui correspondait au génie de la médecine. Et c'est pour ça que Papus, qui avait donc une érudition extraordinaire, il a choisi Papus comme pseudonyme. Voilà. Alors, on a vu que Papus, il était entré dans la société théosophique, il a claqué la porte, et il a créé, après, quelque chose qui lui convenait tout à fait, il a créé le martinisme. Enfin, quand on dit créer, c'est pas le terme exact, parce que on peut dire plutôt qu'il a fait renaître le martinisme, parce que le martinisme était déjà apparu sous une autre forme à l'époque de Louis-Claude de Saint-Martin. Alors c'est pareil, Louis-Claude de Saint-Martin, j'imagine, ça ne va pas dire grand-chose à nos auditeurs. Il faut savoir que Louis-Claude de Saint-Martin, c'est un personnage qui a vécu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'était quelqu'un qui se destinait au métier d'avocat au départ, et puis après il avait quitté d'ailleurs cette fonction pour entrer dans l'armée, parce que l'armée à l'époque lui laissait beaucoup de temps libre, et pour lui permettre justement d'étudier toutes les sciences ésotériques, etc. Et c'est quelqu'un qui avait été aussi le disciple de Martinez Pasquali. Martinez Pasquali, donc, il a surtout vécu dans cette première moitié du XVIIIe siècle. C'était un thaumaturge, et on disait de lui que c'était l'un des derniers tenants de la science ésotérique occidentale. Voilà, c'est ce qu'on disait de Pasquali. Et donc, on a Louis-Claude de Saint-Martin qui va retrouver aussi toutes les lois divines, la connaissance des lois divines. Donc on peut dire aussi que c'est un gnostique, hein, bien sûr, Louis-Claude de Saint-Martin. Et il va aussi donc distiller son savoir, alors, mais de façon très discrète. C'est-à-dire qu'il va l'enseigner qu'à quelques personnes, et il va aussi le transmettre sous forme de symboles, sous forme aussi de paraboles, etc. Et il disait ceci, Louis-Claude de Saint-Martin, donc un personnage très très discret, il disait j'ai désiré faire le bien, mais je n'ai pas désiré faire du bruit, parce que j'ai senti que le bruit ne faisait pas de bien, et que le bien ne faisait pas de bruit. C'est magnifique comme phrase. Voilà, c'est ce que disait Louis-Claude de Saint-Martin. Donc, à partir déjà du bagage qu'a retrouvé Papus, de tout ce savoir qu'il a tiré de Louis-Claude de Saint-Martin, mais pas seulement, il crée donc Papus l'ordre martiniste. Et dedans, on va entrer des personnages aussi célèbres dans le milieu ésotérique. On va retrouver des personnages comme Lucien Chamuel, comme Stanislas de Guetta, Joséphin Péladan, Victor-Émile Michelet, etc. Et j'en passe, bien sûr. Hein. Donc cet ordre est créé en 1891 et il nous dit pas plus au sujet justement du martinisme, de l'ordre qu'il vient de créer. Il nous explique l'ordre dans son ensemble est surtout une école de chevalerie morale, s'efforçant de développer la spiritualité de ses membres par l'étude du monde invisible et de ses lois,
par l'exercice du dévouement et de l'assistance intellectuelle et par la création dans chaque esprit d'une foi d'autant plus solide qu'elle est basée sur l'observation et sur la science. Notre époque de scepticisme, d'adoration de la forme matérielle et d'athéisme, et encore, il ne connaît pas notre époque actuelle, le pauvre Papus, il avait vécu à notre époque, il serait catastrophé, le pauvre. Donc, il nous dit, avait si nécessairement besoin d'une réaction franchement chrétienne, indépendante de tous les clergés, que dans tous les pays où il a pénétré, le martinisme a sauvé du doute, du désespoir et du suicide bien des âmes. Voilà ce que disait Papus de l'ordre qu'il venait de créer. Voilà. Alors, en plus d'être un chercheur insatiable, Papus va créer plus que cet ordre martiniste, puisqu'il va créer aussi l'école supérieure libre des sciences hermétiques. Et dans cette école qu'il crée, vont œuvrer 6 professeurs et 14 répétiteurs. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? Eh bien, on va délivrer des cours sur la chimie, sur la kabbale, sur le tarot, sur l'histoire de la philosophie hermétique, sur la langue hébraïque, et j'en passe. Donc, c'est un enseignement très, très pointu qui est délivré dans cette école. Et cette école va également publier un hebdomadaire qui parlera aux passionnés d'ésotérisme, bien sûr, ce qui s'appelle Voile d'Isis. Et Voile d'Isis, il va écrire donc régulièrement, pas plus, ainsi que dans un autre magazine dont on parlera plus loin. Alors, il ne se contente pas de ça, il crée autre chose en plus, pas plus. Et on se demande d'ailleurs comment il fait pour être partout. C'est à croire qu'il ne dort pas, qu'il passe son temps à travailler. Il crée aussi le centre d'occultisme qui sera basé à la rue de Trévise. Et il confie ce centre, il confie la direction de ce centre à son ami Chamuel. Et qu'est-ce qu'on trouve dans qu'est-ce qu'on trouve dans ce centre? On trouve d'abord une bibliothèque extraordinaire de livres ésotériques, naturellement, bien sûr, une bibliothèque fabuleuse, et il y a aussi une salle dans laquelle Papus viendra presque tous les soirs donner des conférences sur les sciences ésotériques. Donc il se multiplie, Papus, il n'arrête pas. Et après, vers la fin, on est vers 1910-1911, il va créer l'école supérieure libre des sciences médicales appliquées. Et là, on va trouver des praticiens, mais qui ont aussi comment dirais-je, des activités sur la médecine parallèle, on va dire. Hein. Il y a peut-être déjà des médecins homéopathes de l'époque qui viennent exposer leurs sciences, les moyens qu'ils appliquent pour guérir, etc. Alors là, on voit donc toute son activité au niveau de l'ésotérisme, et d'ailleurs, il y a encore quelque chose qu'il faut que je précise, parce qu'il va rentrer aussi dans l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. C'est un ordre qui est fondé par Stanislas Lubita et Joséphin Péladan, et dans cet ordre, on délivre un enseignement ésotérique alors très très poussé. D'ailleurs, cet ordre kabbalistique va devenir, on peut dire, le cercle intérieur de l'ordre martiniste. C'est-à-dire que les martinistes qui veulent accéder à un savoir supérieur vont passer par cet ordre kabbalistique où ils vont recevoir des connaissances phénoménales. Et alors, parallèlement à tout ça, Papus décide quand même de revenir, on va dire, à ses premiers amours en devenant médecin. Voilà, parce qu'il a toujours ça dans la tête quand même. Donc, lui qui a laissé tout ça en plan pendant des années, parce qu'il aurait, comme il le disait lui-même au début, il avait qu'1 ou 2 ans à poursuivre. En plus, c'est un élève brillant. Il pouvait être docteur très très rapidement, même spécialiste, tout ce qu'il voulait. Et il a laissé tout tomber pour justement s'intéresser aux sciences ésotériques. Et là, donc, il reprend ses études et il va devenir docteur et il dépose sa thèse de doctorat le 7 juillet 1894. Il est reçu, bien sûr, avec une félicitation du jury parce que c'est vraiment un personnage très très doué intellectuellement. Mais une fois qu'il est nommé docteur, il tient le raisonnement suivant, il dit « Je ne sais rien. J'ai mon diplôme de docteur, mais je ne me considère pas encore comme un médecin.
je veux être un véritable médecin. Et pour ce faire, il va voyager dans l'Europe entière, rencontrer donc des confrères, rencontrer d'autres médecins, même des gens qui s'occupent de paramédical, qui sont à la frontière avec la médecine. Il fait le tour de l'Europe. Et ça encore, ça ne lui suffit pas. Il va encore faire un voyage en Inde pour, comme il le dit lui-même, apprendre à scruter l'astral, c'est-à-dire pouvoir voir comment dirais-je, les âmes même de ses patients. Hein. Donc il fait un voyage en Inde où il va énormément apprendre. Et lorsqu'il revient de ses périples, il va ouvrir donc un cabinet, enfin, rue Rodier à Paris. Et là, son cabinet ne va pas désemplir. Hein. Alors, on sait aussi qu'il y a un autre cabinet qui est ouvert à Tours, où il se rend une fois par semaine. On est à quelle année là à peu près? Ah ben, donc là, on est au tout début du XXe siècle, fin 19e, tout début du XXe. On peut présumer que ces voyages, on dirait peut-être 2-3 ans. Donc, on est vers 1897, 1898, Ok. lorsqu'il Il a ouvre son cabinet. une trentaine d'années, quoi. Donc, Papus donc, exerce le métier la profession de médecin. Alors, l'une de ses particularités aussi, c'est qu'il est d'une générosité sensationnelle. Les gens qui vont le voir, lorsqu'ils sont très pauvres, non seulement il les soigne, il leur donne le médicament qui va les guérir, mais en plus, il reporte avec de l'argent. Si c'est par exemple qu'un de ses patients a un loyer en retard, par exemple, qu'il n'arrive pas à payer, il va lui donner l'argent du loyer. Alors, pour les nécessiteux, c'est vraiment un bon samaritain. C'est un personnage d'une bonté incroyable. Le seul souci, par contre, c'est que lorsqu'il va décéder, il ne laissera absolument rien à sa famille, parce que tout l'argent qu'il gagne, il le redistribue aux pauvres, systématiquement. Alors, quand tu dis qu'il soigne ses patients, si je me réfère à l'émission qu'on a faite sur Maître Philippe, est-ce que c'était de la même façon ou est-ce qu'on est encore dans un autre... C'est un autre registre, bien sûr, parce que c'est un médecin, un véritable médecin, donc il va donner des médicaments, etc. Par contre, il est vrai qu'il a quand même des dons, qu'il a développés. Il a notamment des dons de voyance. C'est-à-dire que rien qu'en voyant le personnage, il sait très bien de quel mal il souffre. Hein. Et fait aussi extraordinaire, il arrive que des patients qui vont visiter Papus dans son cabinet en sortent déjà guéris. Hein, c'est comme s'il avait en plus des dons de guérisseur. Hein. Alors, justement, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Un jour se présente une femme très richement vêtue qui descend d'une voiture de maître, etc. Elle entre dans son cabinet et dès qu'il la voit, il lui dit Madame, si vous doutez de moi, pourquoi venir me voir parce qu'il sent que elle le considère peut-être même comme un charlatan. Donc, elle a entendu parler de lui, certes, mais il est tellement, enfin, il a des méthodes tellement particulières qui peuvent paraître même très bizarres pour le commun des mortels que, franchement, elle y va, mais en faisant des cas de fer, presque. Et après, il lui dit, dès qu'il la voit, mais sans même la consulter, il lui dit, Madame, je sais que vous souffrez d'une névralgie au-dessus de l'œil gauche depuis plusieurs années. Mais vous inquiétez pas, ça va disparaître. Vous aurez encore une crise, ce sera la dernière, ça sera fini. Et au moment où il lui dit ça, pour la première fois de sa vie, cette femme qui souffrait depuis des années, elle sent que la douleur s'évapore. Elle n'a plus rien. Elle guérit miraculeusement. Et elle est très très heureuse, bien sûr. Elle lui dort juste avant de prendre congé sur la table, sur le bureau de Papus. Papus la regarde, il prend la pièce, il lui rend la pièce, il lui dit Madame, reprenez votre argent parce que je sais que vous n'en avez pas autant à la maison chez vous. Alors effectivement, elle lui avoue la vérité, elle lui dit c'est vrai, je suis complètement ruinée, c'était mon dernier louis d'or que je vous donnais, et elle se met à éclater en sanglots, elle avoue la vérité sur son état actuel, elle est vraiment acculée à la misère, et d'ailleurs elle lui dit la voiture qui m'a déposée, c'est pas la mienne, c'est un ami qui m'a déposé, voilà, donc bon. Elle explique sa situation et donc elle va récupérer bien sûr son louis d'or qu'elle avait voulu donner à Papus. Donc Papus, il lit dans les gens plus comme dans un livre ouvert. Il connaît leur vie, il connaît tous deux. Donc il y a aussi beaucoup de similitudes là avec Maître Philippe de Lyon.
mais ce sont on va dire, des sortes de pouvoirs qu'il a développés avec l'étude, avec ses voyages, avec, voilà. Euh, il arrive à avoir chez les gens euh, beaucoup de secrets, en fait, et il arrive aussi à opérer des guérisons miraculeuses, on peut le dire, puisque, comme je viens de l'expliquer, cette dame qui souffrait depuis des années, rien qu'au contact de Papus, ça y est. Et ça pouvait pas être un effet placebo. Non, là, non, 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 non. Là, c'est encore une guérison inexpliquée, hein. Voilà, c'est quelque chose d'assez miraculeux. Non, en plus, cette femme qui était venue le voir, elle avait des doutes sur lui. D'ailleurs, il lui a dit d'emblée, Madame, pourquoi Oui, venir me voir oui, si, tu l'as si dit. vous Oui. doutez? Voilà. Ouais. Donc, non, non, ça, c'est pas un effet placebo, c'est une réalité. Et pas plus, il était comme ça. Voilà. Alors, donc, on a parlé de ses dons, du guérisseur, etc. Alors, il faut aussi parler d'autre chose. C'est que Papus s'est intéressé à énormément de choses. Il s'est, même à une certaine époque, intéressé à la magie blanche, mais il a vite abandonné tout ça. Parce que, mais grâce d'ailleurs à sa rencontre avec Maître Philippe, qui a une influence considérable sur Papus, au point d'ailleurs que Papus, qui s'appelle Gérard Ancoste, ne l'oublions pas, a appelé son propre fils Philippe, le docteur Philippe Ancoste, d'ailleurs, qui aura écrit un ouvrage extraordinaire sur Maître Philippe de Lyon. Et donc, Papus s'est intéressé, comme je le disais, à énormément de choses. Il s'est notamment intéressé à la chiromancie. Alors, la chiromancie, on va expliquer rapidement ce dont il s'agit. La chiromancie, c'est l'étude tout simplement du livre de la main. Et puis, on peut faire un peu de publicité, peut-être au passage pour Magali, qui est chiromancienne, hein, et même chirologue. Et qui devrait d'ailleurs en parler pendant toute une émission sur Nuria TV avec mon amie Laura. Voilà. Bon, de toute façon, il s'intéresse énormément à la chiromancie, pas plus. Il a même écrit un traité sur la chiromancie. Et donc, il sait à quel âge il va mourir. Il le sait, il le dit à son ami Samuel, il dit, regarde cette nuit dans la main, mais je sais que vers 50 ans, je vais mourir. Effectivement, Papus mourra à 51 ans. Et son ami Samuel lui demande aussi de regarder sa ligne de vie pour savoir quand lui aussi va décéder. Et Papus, en regardant les lignes de la main de son ami, il lui dit, effectivement, il y a un gros risque pour que tu meurs vers 48 ans. Tu vas être atteint à ce moment-là du grave maladie. Mais par contre, si tu arrives à le surmonter, tu vivras encore longtemps. Et effectivement, Samuel, à l'âge de 49 ans, il va déclarer de graves maladies et il se souvient de ce qu'il a prophétisé, pas plus. Et à ce moment-là, il va faire vraiment tout son possible pour se soigner de la façon la plus énergique qu'il soit. Il va partir en convalescence, je crois, dans le sud de la France, pour vraiment guérir tout à fait. Et il vivra 20 années de plus, Samuel. Voilà. Et donc, Papus lui avait prédit tout ça, il lui avait prédit. Mais là, ce n'est pas un pouvoir exceptionnel qu'il avait Papus, parce qu'il faut savoir que la chiromancie, c'est une science. C'est une science qui est d'ailleurs très très vieille, elle est presque aussi vieille que l'humanité. Les Chinois l'exerçaient aussi. C'est plus l'emploi d'un savoir, même on peut dire d'une certaine technique, qui permet de lire l'avenir des gens qui gravaient dans leurs mains. Alors à ce sujet d'ailleurs, il y a une phrase qui est très intéressante qu'on trouve dans la Bible. Parce que même dans la Bible, ils en parlent, chiromancie. Enfin, pas directement, bien sûr, mais voilà ce qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. C'est dans Job, hein, chapitre 37, verset 7. On peut lire que Dieu inscrivit des signes et des sceaux dans les mains de tous les fils des hommes pour que les fils des hommes puissent connaître leurs tâches. Voilà. Donc, le destin des hommes est écrit dans leurs mains. Voilà. Et ça, on le trouve même dans la Bible. Donc, c'est quand même assez extraordinaire de voir que même dans le livre le plus sacré de l'humanité, on y fait mention de ça.
Mais tu vois, je ne savais pas que effectivement ça apparaissait dans la Bible, d'autant plus que l'Église condamnait à une époque la chiromancie comme étant un art diabolique, quoi. Oui, et pas que enfin, c'était tous les arts divinatoires, en fait. Tout à fait. Tous les arts divinatoires. On l'a vu d'ailleurs lorsqu'on avait fait, tu sais, l'émission sur le compte social, avec le fameux sort des apôtres, qui permettait de lire l'avenir en tirant sur tel ou tel morceau de ficelle, qui était relié à une phrase, qui donnait une réponse à une question qui avait été posée précédemment. Voilà. Donc, c'était toutes les, les moyens de divination qui étaient condamnés par l'Église. Mais ça, c'est arrivé aussi bien plus tard. Hein. Encore une fois, je ne sais plus à l'occasion de quel concile, il a été décrété que bon, il était interdit maintenant d'avoir recours à ces pratiques. Voilà. Enfin bon, de toute façon, ça a toujours existé, ça a traversé le temps, et heureusement d'ailleurs, parce que on a des traités de chiromancie qui sont parvenus jusqu'à nous, et on sait exactement comment il faut procéder. Voilà. Alors ça, c'était la petite parenthèse sur la chiromancie. Maintenant, on va parler des maîtres, enfin, considérés par Pappus comme ses maîtres. Il avait deux maîtres, Pappus. Il avait un maître intellectuel qui était Saint-Yves d'Alvèdre. Alors, Saint-Yves d'Alvèdre, c'était un sacré bonhomme, lui aussi. On lui doit d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle l'Archéomètre, clé de toutes les religions et de toutes les sciences de l'Antiquité. Alors, l'Archéomètre, on en a un exemplaire à la maison. C'est sûr, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde parce que il va apparaître comme assez incompréhensible pour le commun des mortels, ce genre d'ouvrage. Je le dis franchement, hein. C'est quelque chose de très, très, très complexe, l'archéologie. Donc, mais c'était cet type d'Alvèdre, donc son maître intellectuel à Pappus, et puis il avait son maître spirituel, c'était maître Philippe de Lyon, naturellement. Et maître Philippe de Lyon, il a eu, comme je le disais tout à l'heure, une influence considérable sur Pappus. Parce que Pappus, il a réalisé en fait que tout ce qu'il avait pu apprendre au niveau ésotérisme, etc., c'était rien par rapport à tout ce que lui apportait maître Philippe. Maître Philippe, il a amené à ce christianisme des origines, on peut le dire aussi, hein, qu'il a tellement parlé de son ami Jésus, etc. Il lui a montré aussi qu'il n'y avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de magique. Et non, il y avait quelque chose qui était transcendant à tout ça, qui était supérieur à tout. Hein, c'était la foi en Dieu, la foi en Jésus. Et Maître Philippe avait des dons, on en avait parlé lors de l'émission extraordinaire. D'ailleurs, on se souviendra que Maître Philippe a fait tomber la foudre en pied même de Pappus pour lui montrer les pouvoirs qu'il avait. Et ce n'étaient pas des pouvoirs qui étaient dus à la magie, non, non, c'était des pouvoirs qui lui étaient donnés par Dieu. C'était autre chose, quoi. Et il a vraiment pris conscience, Pappus, de cette supériorité transcendante, divine, tout ce qu'on peut imaginer, quoi, qui dépasse après tout ce qu'on peut arriver à faire par la magie ou autre. Hein, voilà. Et Pappus, on sait aussi qu'il a eu pas mal de contacts à l'étranger par le biais justement de son ordre martiniste. Et c'est ça qui va lui ouvrir les portes d'ailleurs de la famille impériale russe. Hein, il sera invité à 3 reprises en Russie et les 2 dernières fois par le tsar et la tsarine en personne qui l'inviteront. Et c'est lui qui va parler d'ailleurs de Maître Philippe, mais sans le nommer. En fait, c'est un membre de l'ordre martiniste qui va révéler l'identité de Maître Philippe, qui après sera amené aussi à se rendre en Russie. Alors pourquoi je parle de la Russie? C'est que il y a une histoire qui court aussi sur Pappus, mais je ne sais pas si elle est vraie, j'ai des doutes, hein, franchement. On raconte que le tsar aurait demandé à Pappus de se livrer à une expérience un peu de nécromancie, enfin, du spiritisme pour le moins, c'est-à-dire faire appel à l'esprit du père décédé du tsar pour prendre conseil auprès de lui. Alors, il aurait accepté, Pappus, de faire une sorte
sorte de spiritisme, en quelque sorte, pour faire venir le père du tsar, enfin l'esprit du père du tsar, pour conseiller son fils, Nicolas II. Mais j'ai peur que ce soit plus du domaine de la légende qu'autre chose. Voilà, donc je cite cette anecdote, mais sans pouvoir confirmer la véracité de ce fait. Voilà. Alors après, on va arriver pratiquement maintenant. Ah si, il y a quand même une chose qu'il faut que je précise, c'est que dans les lettres qu'écrivait Papus à Maître Philippe, il signait toujours votre bien dévoué petit fermier. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelait le petit fermier? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Il faut également savoir que Papus était appelé dans les milieux ésotériques le métayer. Alors, ça peut paraître complètement incroyable. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle de fermier, de métayer? En fait, je pense avoir la solution à ce niveau-là, parce que n'oublions pas que Papus pratiquait l'alchimie, hein, ça c'est un fait. D'ailleurs, je l'ai lu au début de l'émission. Papus reconnaît lui-même qu'il s'est plongé dans des grimoires alchimiques, et pour lui, il lisait ça comme si c'était quelque chose de très simple. Pour lui, il avait saisi toute la science alchimique dans sa compréhension. Pour lui, c'était quelque chose de très clair. Ces ouvrages, alors que Dieu sait si c'est quelque chose d'obscur, hein, pour le commun des mortels, c'est pas évident de comprendre un traité d'alchimie, mais pour Papus, c'était pour lui comme du petit, hein, c'était quelque chose de vraiment d'évident. Or, en alchimie, on compare souvent l'alchimie à l'agriculture. Il ne faut pas l'oublier. Parce que lorsque on a bien sûr en alchimie le fameux solvay coagula, hein, donc quand on soumet la matière première à de fortes températures, quand on va la sécher, après quand on va l'humidifier à nouveau, etc. Donc qu'est-ce que fait la nature? Qu'est-ce que fait aussi l'agriculteur? Donc lorsqu'il va semer ses graines, après ces graines vont profiter du soleil et vont profiter de la pluie. Donc c'est un processus naturel, certes, mais qui ressemble fortement à ce que l'alchimiste va faire de son côté. Donc on a souvent comparé, comme je le disais, l'alchimie à l'agriculture. C'est d'où pour moi ce terme de petit fermier, de métayer que l'on employait au sujet de Papus. Si Papus était un alchimiste, je, je vois très bien pourquoi on l'aurait qualifié après de ces termes. Voilà. Alors, on va arriver maintenant pratiquement à la fin de sa vie, parce que comme je le disais en début d'émission, malheureusement, on n'a pas énormément de connaissances sur la vie de Papus. Hein. C'était quelqu'un qui était resté très modeste, très discret. Donc, il a écrit énormément, mais il a écrit des ouvrages d'ésotérisme, il a écrit par exemple le Tarot des Bohémiens, etc. Bon, il a écrit quantité d'ouvrages, de textes à portée ésotérique, mais après sur lui, on ne sait pratiquement, je ne dis rien, non, c'est faux, puisque j'ai pu quand même retrouver pas mal de choses sur lui, mais comparé à d'autres personnages, c'est vrai que comme il s'est vraiment jamais mis en avant lui-même, et puis il n'y a pas eu non plus de biographe qui se soit véritablement penché sur sa vie. On n'a que des bribes en fait qui nous sont parvenues. Voilà. Alors on arrive maintenant pratiquement à la fin, on est à la guerre de 14-18. Papus, donc, il est médecin, il ne faut pas l'oublier. Il veut venir en aide à tous ces soldats français qui souffrent sur le front et il s'engage. Il devient médecin-chef avec le grade de capitaine et il va donc venir en aide et soigner bien sûr les blessés sur le front, dans une ambulance sur le front. Mais très vite, il est épuisé, hein, il est épuisé par ce travail et il va même attraper la tuberculose. Voilà. Donc, on est obligé de le retirer du front. Il va finir sa carrière toujours comme médecin militaire, mais à Paris. On lui demande
s'occuper d'autre chose. Et donc, à Paris, là, il peut à nouveau rentrer chez lui, il a son domicile, etc. Et un jour, sur la porte de son domicile, qu'est-ce qu'il voit? Il voit plusieurs épingles qui sont plantées sur sa porte en bois, et ces épingles forment des dessins très particuliers, notamment une croix et un cercueil. Et Papus sait qu'on vient de lui jeter un sort par ces épingles. Il sait qu'on essaye de le tuer. Il y a un envoûtement qui est lancé sur lui. Et Papus, si tu veux, il pourrait, grâce à ses connaissances, parce que, attention, Papus, il avait touché à la magie, il avait touché vraiment à tout. Il pouvait très bien retourner le sort contre la personne qui lui avait jeté. Mais Papus est incapable de le faire. Il a dit lui-même d'ailleurs, il ne m'est pas permis de me défendre. Parce que s'il avait retourné le sort, il aurait tué celui qui lui voulait du mal. Celui ou celle qui lui voulait du mal. Alors, je crois savoir qui a jeté le sort en plus. Ça va être aussi un scoop là, que je vais révéler. Oui. Ah, oui. Figure-toi que quelque temps auparavant, il était chez enfin quelque temps qui peut être situé peut-être même quelques années auparavant, il était chez un ami peintre, il voit une toile représentant une femme bien faite de sa personne, etc. Mais il sent que dans ce tableau, dans ce personnage qui est peint, se dégage quelque chose de très sombre, de très noir, de très pratiquement diabolique. Et il demande à son ami peintre, mais qui c'est cette femme? Il lui dit, c'est Mata Hari. Voilà, Mata Hari. Alors, Mata Hari, qui à l'époque se donne en spectacle, sur scène, etc., qui fait d'ailleurs, on peut dire, des séances de striptease. À l'époque, c'est très osé, mais elle finit toujours complètement dénudée sur scène, voilà. Et il décide d'aller à la rencontre de cette femme, pour savoir vraiment de qui il s'agit, et il invite Madame Freya. Alors, Madame Freya, qui a été la plus grande chiromancienne de son époque, qui a vécu à la belle époque, et qui était une de ses amies, Madame Freya. Alors, encore une chiromancienne, Madame Freya, bien sûr. Et ils décident d'y aller ensemble, assister à un de ces spectacles. Ils ont eu une telle sensation de malaise en voyant cette femme, ils n'ont même pas pu la regarder jusqu'au bout. Ils avaient l'impression d'être en présence d'un être diabolique qui émanait un mal absolu, donc ils n'ont pas pu le supporter. Papus s'est penché du côté de Freya, il lui a dit, vous ressentez la même chose que moi? Elle a dit, oui, c'est vraiment un démon cette femme. Et ils n'ont pas pu supporter de la regarder jusqu'au bout, ils sont partis. Et on pense justement que, comme il l'avait démasqué, elle a cherché effectivement à éliminer Papus de façon personnelle. Alors là, j'aimerais aussi, on va dire c'est en aparté là, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est comment dirais-je, la volonté qui existe actuellement pour essayer de redorer quelque peu le blason de Mata Hari. On la ferait passer presque pour une victime, cette femme. Donc on veut réhabiliter des personnages de ce type. Je me suis aperçu de la même chose pour Rasputin, c'est pareil. Alors je crois que c'est sa petite fille qui veut prendre sa défense, etc. Bon, quelqu'un est un membre de sa famille, on peut comprendre, mais je vois bien les émissions qui sont diffusées à la télévision, ou les ouvrages qui sortent en ce moment. On essaie de réhabiliter la mémoire de ces gens-là. Euh, j'ai la nette impression qu'on veut inverser complètement les valeurs, c'est-à-dire qu'on veut nous faire passer le mal pour le bien. Hein. Donc, c'est quelque chose qui me révulse au plus haut point. Je suis désolé, mais Rasputin, on fera une émission un jour sur lui et j'expliquerai quel était cet être véritablement. Et il n'y a vraiment rien du tout en sa faveur. Et Mata Hari, c'est pareil. Il faut savoir que Mata Hari, quand elle était en Inde, elle a tué ses enfants, elle les a empoisonnés. Hein. C'était un monstre, cette femme, un monstre. Et lorsqu'elle était en France,
elle a trahi la France en transmettant des secrets militaires à l'ennemi, à l'Allemagne. Hein. Donc, elle a été d'ailleurs jugée, elle est passée devant un tribunal militaire, elle a été exécutée pour traîtrise, hein, voilà. Donc, et quand je vois qu'on essaie de nous faire passer ces gens-là pour des saints, c'est quelque chose qui me révulse au plus haut point. C'était le mal personnifié, des gens comme ça. Voilà, que ce soit Rasputin, que ce soit Matari, je ne comprends pas cette volonté actuelle pour nous faire passer ces gens-là pour des gens bien, quoi. Alors ce n'était pas du tout le cas. Et donc je pense effectivement que c'est Matari qui a jeté ce sort parce qu'elle avait étudié aussi tous les maléfices, toute la magie noire qu'elle avait pu apprendre en Inde. Hein. Elle avait donc des sorts d'envoûtement, ça c'est certain qu'elle connaissait, et elle a voulu éliminer Papus. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pense, hein, et je pense être proche de la réalité. Hein. Et donc, on en arrive 15 jours plus tard, après que Papus euh, ait vu le sort qu'on avait jeté sur lui. 15 jours plus tard, Papus, qui se trouve à ce moment-là dans les locaux de l'hôpital La Charité, et il se trouve dans le grand escalier central, il va tomber et il va être pris d'une sorte d'attaque, il va cracher le sang et quelques instants plus tard, il sera mort. Voilà. Papus va finir comme ça. Et il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, si je me souviens bien, Papus. Voilà. Alors, Papus, pour moi, c'est un homme de bien. Lui, on peut le dire, hein, c'est quelqu'un qui a toujours cherché à faire le bien autour de lui, quelqu'un d'une intelligence remarquable, d'une grande générosité, comme on l'a vu, il aidait les gens qui étaient dans le besoin, les nécessiteux. Il ne s'est pas contenté de les soigner gratuitement, il leur a donné de l'argent et tout. Et il a fait un peu comme a fait Maître Philippe, d'ailleurs, on peut le dire, parce que Maître Philippe, c'est pareil, il a vraiment été un être extraordinaire aussi, de générosité, de tout ce qu'on veut. Et pas plus, peut-être aussi qui a subi l'influence aussi de Maître Philippe. Hein. D'ailleurs, il écrivait aussi à Maître Philippe, pas plus, que grâce à lui, il aimait vraiment le Christ, voilà, Jésus, Christ, etc. Pour lui, ça avait été la grande révélation de sa vie. Et c'était grâce à Maître Philippe qu'il a eu cette grande révélation. Donc voilà, pour moi, Gérard Ancos, dit pas plus, c'était un personnage admirable et qu'on aimerait bien voir aujourd'hui. Mais ces gens-là, malheureusement, où est-ce qu'ils sont il y en a peut-être qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai que des Papus, des Maître Philippe, on aimerait bien en connaître aujourd'hui, ça c'est clair. Ils apporteraient tellement à notre époque. Mmh. Et il n'a pas eu de descendance, notre ami Papus? Et si, justement, son fils, Philippe Ancos, qui était médecin d'ailleurs, hein, à son tour, quelqu'un, alors lui, on lui doit surtout un livre admirable sur Maître Philippe de Lyon. Pour moi, c'est le meilleur ouvrage qui existe sur Maître Philippe de Lyon. D'accord. Là, je commence à recoller les morceaux. Voilà, Ok. Philippe Ancos, il s'appelait donc Philippe, on rend hommage à Maître Philippe, justement. Et grâce à tout ce qu'avait laissé comme lettre son père, et puis après, il a fait d'autres recherches, Philippe Ancos, sur Maître Philippe, et il a après sorti cet ouvrage admirable qui a été reconnu à l'époque, même par la critique. C'était vraiment un travail extraordinaire qu'il a fait sur Maître Philippe. Je possède son livre et j'en suis très heureux parce que c'est vrai qu'il m'a beaucoup appris sur Maître Philippe. Voilà. Donc, ce sont des personnages là auxquels je tenais à rendre hommage, bien sûr, des gens comme Papus, des gens comme Maître Philippe, sont des gens admirables, comme on aimerait en connaître aujourd'hui. Voilà. Mmh. Entendu. Eh bien, écoute, merci pour cette admirable histoire, voilà, sur ce personnage. Le mois prochain, on va se retrouver, mais alors sur un tout autre registre. Parce que le mois prochain, c'est le mois d'octobre, et à la fin du mois d'octobre, c'est Halloween. Du coup, on va aborder le thème des loups-garous. D'ailleurs, thème qui t'a valu de faire un hors-série spécial dans Top Secret il y a 2 ans de ça, je crois, 2-3 ans.
après, oui. Et en plus, j'aurai peut-être, lors de l'émission, effectivement, peut-être quelques histoires nouvelles sur ce sujet. Ah bah écoute, Voilà, donc oui, mais le sujet est très vaste et j'en apprends même encore aujourd'hui sur moi qui pensais avoir fait le tour de la question, mais en fait, non, j'ai encore découvert de nouvelles histoires de loups-garous, donc des choses assez extraordinaires. Eh bien, on en parlera lors de la prochaine émission. Voilà, ça, on changera un petit peu de registre et d'univers, mais ça sera tout aussi passionnant. Vous l'avez compris, hein, ces émissions, comme je le répète à chaque fois, elles existent, c'est grâce à vous, grâce aux dons des tipeurs, qui sont donc les coproducteurs des émissions de Miasme TV. Et si vous voulez avoir la possibilité de voir Pascal Cazotte le plus longtemps possible, on a besoin de vous, voilà, pour nous aider derrière à pouvoir acheter du matériel, à pouvoir améliorer la qualité technique, à pouvoir, voilà, vous savez, même si l'objectif c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est surtout de ne pas avoir de frais pour pouvoir justement transmettre cette connaissance, voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Pascal, je te dis au mois prochain, et puis porte-toi bien. Eh bien, merci, et donc à très bientôt, au mois d'octobre. Allez, ciao, ciao.